Bonjour à tous. Oui, ça marche. Bonjour à tous. La réflexion qu'on a ici au Pacte civique porte sur comment vivre ensemble, comment mieux vivre ensemble. Et donc cette réflexion, c'est celle d'un think tank qui est en même temps un do tank. Enfin, on essaie de concilier les deux aspects. Alors, qu'est-ce qu'un think tank a à dire sur les municipales? C'est presque un oxymore. C'est même un oxymore, c'est-à-dire comment une structure qui rassemble des bonnes volontés, peut-être quelques intelligences, un peu de matière grise, un peu d'expérience, comment donc un think tank peut-elle avoir la prétention et l'extraordinaire ambition déplacée, démesurée, de dire ce qu'il faut faire pour que le pouvoir des citoyens, la capacité des citoyens à être dans leur commune, se trouve en adéquation avec une organisation municipale. Je reprends tout ce que Rosas vient de dire sur voilà, l'imaginaire de terrain. Donc c'est un petit peu ça qui nous a interpellés au Pacte civique, et on a voulu, il y a déjà presque un an, parce qu'on voyait cette échéance arriver, que pour nous cette échéance-là, elle était importante, même si au moment où on réfléchissait à ça, il y avait les gilets jaunes, donc il y avait cette extraordinaire tension dans le pays qui était très riche. Donc on n'a pas perdu de vue, on n'a pas voulu perdre de vue qu'il y avait les municipales, et parce que pour nous les municipales c'est le terrain, c'est la démocratie locale, c'est là où vivent et travaillent les gens, c'est là où il y a un lien direct, enfin ce que disait Rosès au début de son propos, les maires sont les politiques, les seuls politiques qui échappent un peu à la défiance généralisée. Alors, si on a pu engager cette réflexion au Pacte civique, c'est parce qu'on n'était pas seulement un think tank, mais on était un do tank. C'est-à-dire qu'on a sur le terrain des relais. On a une quinzaine de collectifs locaux qui marchent bien. Oui, plus ou moins bien, parce que ça dépend voilà, des situations. Mais on a un mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut qui nous permettent de savoir un peu ce qui se passe sur le terrain, et avec des actions extrêmement concrètes qui se passent. Alors, la réponse que nous nous efforçons de donner à cette manière de prendre la question des municipales, elle est très simple. C'est que surtout, on ne veut pas rajouter des propositions électorales, je vais dire électoralistes, à celles très nombreuses qui existent ici ou là. Non, nous voulons plutôt nous placer sur le terrain de la méthode, avec quelques idées simples que je vais essayer d'énoncer, et avec une stratégie qui est la stratégie d'un think tank, donc qui va se décliner en 3 temps. Premier temps, une position tribunicienne, pardon de ce mot un petit peu pompeux, c'est-à-dire d'avancer 2 ou 3 idées fortes qui vont structurer ce que nous avons à dire sur les municipales. Deuxième temps, construire une boîte à idées. Et troisièmement, témoigner, apporter des témoignages de ce que nous faisons. Voilà, c'est cette organisation-là que l'on a mis en place depuis plusieurs mois. Et autour de l'idée, parce que je n'oublie pas le titre même de notre Forum 104, c'est participer autrement, consulter effectivement. Voilà, consulter effectivement. Alors, premier point, la tribune. La fonction tribunicienne. Alors là, on a puisé dans nos valeurs, les valeurs du pacte civique, vous les connaissez, sont inscrites sur le calicot, là, les 4 grandes valeurs. Dans ces 4 grandes valeurs, on en a retenu 2 qu'on a vraiment voulu mettre en avant dans cette campagne, la sobriété et la fraternité. Alors, ce n'est pas un hasard, évidemment, si on a choisi ça, parce que la sobriété et la fraternité, quand on les met ensemble, ça rappelle étrangement ce qui s'est passé au cours de la crise de 2018-2019, où il y a une opposition, une césure entre
entre l'écologie et le social. C'est-à-dire, bon, je ne rappellerai pas plus exactement comment est né le mouvement des Gilets jaunes autour du refus de la taxe carbone et de la limitation des 80 km/h, etc. Enfin, voilà. Donc, sobriété, c'est clair. Fraternité, pour nous aussi, ça renvoie à quelque chose que l'on travaille depuis longtemps. Et notre dernier Forum 104, rappelez-vous, sur la fraternité dans les services publics, nous avait conduit à essayer de creuser ce qu'était la fraternité et que ce n'était pas de la solidarité, c'était autre chose que la solidarité. Enfin, vous vous souvenez, on a vu ce débat, enfin, je reconnais des têtes qui étaient présentes et qui sont fidèles à nos Forums 104. Bon, voilà. Donc sobriété et fraternité, voilà les deux idées simples que l'on a affichées. Et on en a fait une tribune. C'est une tribune qui a paru dans... Enfin, on l'a répondu un petit peu partout, mais on l'a publiée dans Ouest France. C'était au mois d'octobre, voilà. Et on a développé ces deux idées, et en insistant beaucoup. Alors sur la sobriété, je passe, parce que Mathilde en a beaucoup parlé, et puis on a tout ça en tête, voilà. Sur la fraternité, c'est plus compliqué quand même à expliquer, autour des choses très concrètes, le bénévolat, les activités intergénérationnelles, pardon, la mixité sociale, l'inclusion, tout ça, ça se fait, c'est autre chose que simplement la solidarité. Voilà, donc ça c'est notre action tribunicienne et qui, je crois, est assez riche et porteuse pour qui, sur le terrain, interpelle des candidats, interpelle des élus qui sont en fin de mandat, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces deux choses-là, toujours dans l'idée qu'on ne s'occupe pas s'ils ont construit une médiathèque, si la piscine ou la patinoire marche mieux, etc. On n'est pas sur les grands équipements, etc. On est sur vraiment d'autres choses, et je crois que... Si je peux juste mentionner d'ailleurs, il y a des villes qui ont signé le pacte civique au niveau de la ville pour décliner les 4 valeurs au niveau de leur programme. Donc tu fais rappeler quelque chose qui est dans l'ADN du pacte civique, que ça peut être signé par des institutions, des collectivités, des maires ou des particuliers ou des entreprises. Tu as raison de le rappeler. Voilà, ça c'est le premier aspect, la fonction tribunicienne, la position tribunicienne du pacte civique. Deuxième idée, la méthode. La méthode, on a élaboré, donc on a réfléchi sur ces questions de méthode et on a élaboré une boîte à idées à l'intention des citoyens, naturellement, à l'intention des candidats, à l'intention des sortants, pour que tous ces acteurs de terrain puissent être méthodologiquement interrogés sur l'état des lieux. Premièrement, on part toujours d'un état des lieux, les aspects démographiques, les aspects sociologiques, la situation d'inclusion-exclusion, comment fonctionnent les services, quelles sont les prestations, l'urbanisme, bien entendu, l'éducation, la culture, les capacités de financement des communes, etc. Donc là, toute une série d'interrogations très précises que l'on a normées et mis dans un document qui permet de faire un état des lieux. Deuxième temps, à partir de cet état des lieux, comment exploiter cet état des lieux, comment chercher les solutions. Les interrogations sur l'urbanisme ou sur les capacités de financement ou même sur la démographie. Enfin, la démographie, si on est une commune dortoir avec des jeunes actifs qui ont des problèmes de garde d'enfants et qui vont travailler dans une commune centre, on n'a pas les mêmes problèmes que si on est dans une commune où il y a plutôt des retraités, etc., etc. Donc voilà, tout cet état de lieu conduit donc à chercher des solutions adaptées à la situation de la commune. Et puis troisième temps, après donc l'état des lieux, l'exploitation de l'état des lieux, la démocratie et la participation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de tout cela et comment on amène les gens à se poser ces questions et à agir et à interroger et à interpeller. Alors il y a plein de techniques, il y en a qui sont un peu has-been, le porte-à-porte ou bien... Enfin,
le porte-à-porte, ou bien les commissions extra-municipales. Enfin, moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans ou 30 ans, on parlait du GAM, vous savez, les groupes d'action municipale, tout ce qui se passe à Grenoble avec Monsieur Dubedou. C'était vraiment le nec plus ultra, c'était les commissions extra-municipales, parce que l'intramunicipal était peut-être pas très bon. Enfin, le porte-à-porte, la concertation, les réunions publiques, bon, et puis d'autres méthodes qui sont plus modernes. Alors, je ne sais pas si elles sont modernes ou progressistes. Enfin, je ne sais pas ce que dirait Stéphane si Rosas s'il était là, mais l'utilisation de plateformes Internet, la convention de citoyens tirés au sort, le référendum local. Enfin voilà, il y a des techniques et plus que des techniques, des outils démocratiques qui permettent d'assurer une participation. En tout cas, c'est vraiment ces choses-là que le pacte civique appelle de ses voeux, alors avec des réponses qui peuvent être variables d'une commune à l'autre. Il y a sans doute des formes de participation plus efficaces, plus démocratiques, plus délibératives que d'autres. C'était donc le deuxième temps, la boîte à outils. Et le troisième temps, les témoignages. Alors, ça, on s'est attelé assez récemment, hein, Jean-Baptiste le sait bien, récemment à cette question-là, mais ça nous a paru essentiel. C'est qu'on a collecté un certain nombre de témoignages de gens qui utilisent cette méthode. Des gens qui s'impliquent, et on les a fait parler. Alors on en a une quinzaine de témoignages, ils ne sont pas complètement pris au hasard, c'est des gens qu'on connaît, et on leur a demandé comment ils ont utilisé notre méthode et qu'est-ce que ça donne en ce moment, c'est-à-dire au mois de février 2020, à un mois des municipales, et quels effets bénéfiques ou quelles limites ou quel côté un peu désabusé ont-ils. Et on a eu pas mal de réponses. Enfin, avec plusieurs aspects. Et on a des collègues de Nantes, on a beaucoup parlé de Nantes avec Stéphane Rosès, mais on a une équipe effectivement très dynamique à Nantes qui travaille avec Johanna Roland et d'autres. Du côté de Toulon, c'est un peu plus désabusé, allez savoir pourquoi. Du côté de Buc, je vois Bruno, Roland Bruno qui est là-bas, ou de Cernay-la-Ville, ou de Bléré. Bon, voilà. Il y a des... On n'est pas désabusés à Cernay-la-Ville, hein, pas du tout, ni à Buc d'ailleurs. Mais voilà, on avait ces témoignages sur l'utilisation. Bon, voilà ce que je veux dire, c'est que donc notre think tank, appuyé sur ces réseaux locaux, a interrogé la consultation nationale avec ce prisme-là. Alors, conclusion, participer autrement, délibérer et effectivement. Moi, je crois beaucoup effectivement, à la notion de la délibération. Enfin, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir ce que cela veut dire, la délibération. Un conseil d'administration délibère, un conseil municipal délibère, etc. Mais je crois que le mot délibération, alors là, bon, j'emprunte quand même ça à un philosophe allemand qui commence à être très âgé et qui beaucoup parlait de ça, qui est Jürgen Habermas. Pour lui, la délibération, c'est le processus par lequel, avec des techniques bien particulières, le processus par lequel la délibération conduira à faire en sorte que la décision qui sera finalement prise sera mieux acceptée parce qu'elle aura été délibérée et qu'il y aura eu des constats d'accord sur les désaccords. Des constats d'accord sur les désaccords, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe un peu dans la CCC, hein, dans la Convention citoyenne pour le climat, où il est très important que les gens pas d'accord échangent, se bagarrent, mais au bout du compte, établissent un constat d'accord sur leur désaccord et que ça rend la décision quand même beaucoup plus facile. Alors, c'est une opération complexe qui nécessite, encore une fois, une participation respectueuse des uns et des autres. Le respect est très important dans la délibération. Un minimum de représentativité, soit par tirage au sort, soit par d'autres techniques. La présence de tiers garants. Très important d'avoir des garants dans un débat, dans un grand débat. Il y en a eu les 5 garants. Enfin, bon, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le grand débat national, on le critique beaucoup. Je vous ai entendu, Mathilde, avoir des mots assez durs sur le grand débat national. Moi, j'ai peut-être une approche un peu... Elle n'est pas la seule. La presse n'a pas forcément censé... Oui, enfin, faudra lire le dernier rapport de l'OCQD pour avoir une oui, le prochain qui va devenir le dernier. Bon, bref. Bon.
Non, mais sur les garants, je trouve que les 5 garants j'ai lu attentivement leur rapport, les 5 garants du grand débat ont magnifiquement joué leur rôle. D'ailleurs, ils ont interpellé Macron. Enfin, ils ont dit que notamment la manière dont Macron avait écrasé un certain nombre de débats par sa présence avait faussé. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit, c'est assez courageux de leur part. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, dans la délibération, il y a tous ces prérequis, le respect, la représentativité, les tiers garants. Vérifier que tout le monde a pu s'exprimer, que tout le monde a pu dire son accord ou son désaccord. Voilà. Et l'idée, donc, c'est que la décision est mieux acceptée dès lors que l'on en a débattu et qu'on en a délibéré.